Petit résumé de la dernière fois. Les capitaines Alain Tellier et Daniel Brochard et la lieutenant Aurore Huard sont à la Sauve, où ils ont enfin pêché leur mystérieux informateur, Nemo, alias Jean-Pierre Dosier. Rejoints par une lieutenant Josse mentalement instable, ils interrogent Dosier et en obtiennent des réponses énigmatiques, floues. C'est presque comme s'ils se fichaient d'eux, comme s'ils cherchaient à gagner du temps, et en même temps, ils leur rappellent à de nombreuses reprises que le temps file. Dosier nie fermement avoir participé à la scène décrite dans le manuscrit de Marc Lombardi. Mais dans le même temps, plusieurs éléments dont il a connaissance semblent indiquer qu'il était là. Il semble réagir vivement lorsque Josse, qui est encore à moitié en plein délire, mentionne un livre à la couverture de cuir noir brûlé. Mais il refuse d'en dire davantage. Finalement, il fait jurer aux gendarmes de protéger les encagés, qui, selon lui, sont les victimes de toute cette histoire. Huard finit par céder et promettre, sous le regard réprobateur des deux capitaines. De nouveaux éléments arrivent, s'ajoutant au dossier déjà bien fourni de l'enquête. On aurait retrouvé deux individus nus, choqués sur une route près de Marmande. Ils auraient été enlevés un mois plus tôt et présenteraient des signes de torture. Il y a aussi le rapport de l'analyse graphologique des messages anonymes reçus par l'équipe, les extraits de la Bible. A priori, ceux-ci auraient été écrits par une femme, gauchère et d'origine anglaise. Jane Vanier peut-être. Tous les messages auraient été écrits de la même main, excepté un. L'analyse du livre retrouvé chez Marie Ulrich, Les Nuits de l'homme sans tête, parvient aussi à l'équipe. Un livre pornographique, réédité de nombreuses fois dans différents pays, et notamment en France et en Angleterre. Finalement, un appel indique aux gendarmes que Lormier, qui était toujours sous surveillance, est parti précipitamment de chez lui, et l'équipe se sépare dans les deux voitures pour filer chez le médecin. D'un côté, Huard et Josse, qui a retrouvé un peu de raison, appellent l'hôpital de Marmande pour obtenir des détails sur les deux retrouvés. Elles apprennent qu'ils ont été enlevés près de Targon, puis mis en cage, violentés, violés, et qu'ils mentionnent un homme aux yeux d'un ver perçant. Dans l'autre voiture, il y a Tellier et Brochard. Brochard qui reçoit d'abord un appel de sa femme, qui le fiche à la porte, sans ménagement. Puis de Mata, qui l'engueule copieusement. Le pauvre Brochard passe décidément une sale journée. Chez Lormier, les gendarmes se rejoignent et entendent la femme du médecin. Elle vient d'être violemment battue par son mari. Elle est très choquée. Elle finit par expliquer que celui-ci est parti à la recherche de leur fille, Edith, disparue 2 ou 3 jours auparavant. Plutôt enlevée, par des ravisseurs qui ont laissé un message à l'attention d'Emmanuel Lormier. Tu sais où la retrouver. Avec l'aide de Foulon, l'équipe identifie la ferme de Jordis comme étant le lieu qu'ils recherchent depuis des jours. La fameuse ferme mentionnée dans le récit de Marc Lombardi, et sans aucun doute la destination de Lormier pour retrouver sa fille. Alors tout s'accélère. Les gendarmes remuent ciel et terre, appellent la juge d'instruction Lopez et des renforts armés pour prendre d'assaut la ferme. Mais c'est trop tard. Si la petite Edith s'est retrouvée dans la cave, mais vivante, ça n'est malheureusement pas le cas d'Emmanuel Lormier, retrouvé ligoté à une chaise et décapité sauvagement au premier étage. Cela ressemble fortement à un piège. La destination et la cible suivante des tueurs est là, sous les yeux des gendarmes, écrite noir sur blanc. Sutton, à Aubeterre. Et lorsque les gendarmes arrivent sur place et repèrent la fameuse Peugeot bleue des suspects, ils ne se doutent pas qu'un canon de fusil est pointé sur eux depuis le coin d'une fenêtre. Le tir part et atteint sa cible. Un coup de fusil. Il est 21h14 au Clos des Fleurs, dans ce petit village d'Aubeterre, dans ce gîte rural. Un coup de feu vient d'éclater. Sophie, Jane, Thomas, vous êtes au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée des Clos des Fleurs, dans la salle principale. Vous tenez en respect depuis maintenant près de une demi-heure les deux propriétaires du clos. Le clos est vide. Un coup de feu vient d'exploser. Simon, Ménard est derrière toi. Tu as vu un corps tomber au sol. Un gendarme bien certainement.
Il hurle, ou en tout cas, tu entends un hurlement. Un hurlement. Il y a d'autres gendarmes qui se cachent derrière votre voiture. Ils s'étaient approchés trop près. Cette personne bouge peut-être encore. Que fais-tu, Simon? Alors déjà, je suis particulièrement content de mon tir. C'est presque... j'exulte. Et je crie à la fenêtre. Approchez pas! Sinon, je fais pareil! Tu vois à ce moment-là deux formes qui hurlent. Et une qui part en courant, en hurlant de tous ses poumons, un cri, et vous l'entendez au rez-de-chaussée, tous les trois, une femme qui hurle, la mort, la mort, une femme comme ça qui hurle, et puis d'un coup, un coup de feu vers la fenêtre où tu es, Simon, quelqu'un qui te tire dessus. Ménard vient juste à côté de toi, on va pas l'appeler Ménard après tout, parce que pour toi, c'est Pierre. C'est Pierre, vient à côté de toi. Vas-y, fais ce que t'as à faire, finis-le, et finis les autres. Je dirige le fusil de Ménard, c'est lui qui m'a prêté Pierre, et je le mets... j'essaie de viser la cible au sol. Je ne laisse pas de survivants. Très bien. Et je tire. Tu tires. Rez-de-chaussée. Nous sommes au rez-de-chaussée. Donc, vous êtes présentement au rez-de-chaussée. Jane, tu as une vue sur Elodie et Didier Frasquin, les propriétaires du lieu. Quand vous êtes arrivés il y a une demi-heure, vous êtes rentrés, vous les avez mis dans cette chambre-là, menacés. Vous en êtes là. Thomas et Sophie, vous êtes dans le salon. Les fenêtres du sud du salon donnent sur le parking. C'est là où vous avez entendu le cri. Que faites-vous? Complètement paniqué. Putain, qu'est-ce qui se passe? Et je cherche l'interrupteur quelque part. Tu trouves l'interrupteur. Ouais, on se fait tirer dessus. Ils nous ont retrouvés. Merde. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez maintenant la lumière bleue. Vous voyez la lumière bleue de gyrophare maintenant que vous faites attention. À l'extérieur d'un gyrophare qui tourne. Ils sont où, Pierre et Simon? Putain, ils sont à l'étage. Ils sont en haut. Ils sont en haut, oui. Je parie que c'est eux qu'on tirait. C'est des malades. Putain. Je vais me déplacer dans la maison. Pourquoi je suis là, moi? Et tiens, je sais plus où je suis. Vous avez entendu ce cri d'une femme qui crie, et son cri s'éloigne vers la route en contrebas des clos des fleurs. Et puis ça tire. Là, c'est plutôt le bruit d'un pistolet qui tire, et vous entendez des impacts sur le mur de dessus. Simon, est-ce que tu peux faire ton test de sauvegarde d'agilité? N'oublie pas, vous avez des points de fortune que vous pouvez utiliser à votre convenance. Vous en avez 3. C'est-à-dire que je peux utiliser des points de fortune pour achever les gendarmes qui sont dehors? Bien sûr. Ah, ça me démange quand même. Ah, c'est salaud. Mais je vais pas, parce que je fais confiance à mon propre talent. Et je vais juste faire mon test de dextérité. Dextérité, c'est exact. Et tu es dex, on le sait. Exactement. Et je lance normalement pour tout le monde. Hop. Tu touches. Est-ce que tu es un destructeur, Simon? Non, je ne suis pas un destructeur, je le garde pour quelqu'un de spécial. Très bien. C'est un fusil, quand même. En train de tirer au fusil. Tu vois le corps bouger un instant, et ça bouge plus. Ça tire encore, mais tu te recaches derrière
Le parapet, je veux que tu me refasses un test de dextérité pour éviter le tir, mais tu as un dé de bonus. Hein, parce que tu es bien caché. À moins que le gendarme qui tire soit extrêmement doué, et ce qui est possible, il ne te touchera pas. Simon, Ménard te dit, Simon, bien joué, jette un coup d'œil. Tu les gardes en respect 2 minutes, je vais prévenir les autres. Faut qu'on trouve cet enculé de Sutton, je suis sûr qu'il est là. J'attends pied ferme. On va se le faire, Simon, on va se le faire. Il faut qu'on le fasse. Et il va descendre. Pendant ce temps, les autres, vous êtes en dessous. Vous avez entendu un échange de coups de feu. Moi, j'ai une question. On a quoi comme info sur Sutton? Du coup, moi, j'imagine que j'ai certaines armes. Sutton, il est là, il est sûr. Il est là. Vous n'êtes pas là pour rien. Il n'est pas ni au rez-de-chaussée, ni au premier étage. Du coup, j'imagine que je dois avoir une arme pour tenir en respect le couple. En tout cas, pour les avoir fait rentrer dans la maison, ou j'ai pas d'arme du tout. T'as une bombe, t'as ce que tu as dans ton équipement. Pas plus, pas moins. Ok. Dans tous les cas, je me tourne vers le couple et je leur dis dites-nous où il est, Sutton. On a besoin de où il est et on a besoin de savoir où il est. Une fois qu'on s'est occupé de lui, on n'a pas besoin de vous faire de mal. La femme, Elodie, phrase 15, va s'avancer vers toi légèrement. Mais nous, Sutton, on vous l'a dit, on connaît pas de Sutton. Vous êtes rentré ici, je vous ai dit depuis le début qu'on connaît pas de Sutton. Arrêtez de nous raconter des bobards, c'est pas possible. Vous êtes pas seul ici. Mais s'il vous plaît, mais croyez-nous, mais nous on n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Didier, mais dis-lui qu'on n'a rien fait. On va mourir, Didier. On va mourir. Elle va s'approcher de Didier, elle va le serrer. Didier, on va mourir. Regarde, ils ont des têtes d'assassins. Je ferme la porte de là où ils sont. À clé, si jamais, s'il y a une clé d'ailleurs. Ouais, il y a une clé, il y a complètement une clé. En plus, vous avez bien vu, hein, il n'y a pas de... Étrangement, dans cette chambre, il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur. Eh ben, c'est très bien. Sophie. Du coup, Oui. Et Thomas, pardon. Que faites-vous donc? En entendant que les coups de feu venaient de la rue avec les fenêtres, moi je me suis écarté le plus possible des fenêtres. Très bien. Moi, je me déplace accroupi pour aller dans le couloir rejoindre Jane, car il est hors de question qu'on soit séparés. Et je regarde. J'essaie de comprendre ce qui se passe au premier étage. Donc je me déplace un petit peu vers l'escalier qui monte. Ok, tu Pas vas celui qui entendre descend. des pas, hein, qui descendent. Et tu vas voir arriver Pierre. Pierre est là, égal à lui-même. Calme. Enfin, calme. Ses yeux bleus, ses cheveux mi-longs. 1m85, 90 kg, il a 34 ans. Ce nez cassé que tu connais bien. Et puis son accent légèrement belge. Il sait, et tu Ah, il sais, est où, hein. Sutton? Thomas, tu restes calme. Tu restes près de la fenêtre extérieure. Tu sors ton flingue et si quelqu'un se pointe sur le parking, tu tires. C'est ça On que n'est tu pas dois venu faire pour les maintenant. gendarmes. On est venu pour Sutton, il est où? Sutton. Putain, il est où cet enculé de Sutton? Avec les deux proprios, là. Putain, il y a Je sais peut-être une pas, cave. je crois qu'il y a des escaliers qui mènent en bas et puis. Sophie. J'ai l'impression. Bon, que- laissez-moi faire, comme d'habitude. Putain, Sophie, tu fais parler les deux cons de proprio. Tu les fais parler et tu dis la porte de la cave, elle est fermée. Il va vers la porte de la cave est fermée. Ok. Mais c'est une grosse porte, elle est vraiment bien fermée. Sophie, tu sais ce que t'as à faire. Ouais, bon, j'ouvre la porte et je vais dans la chambre. Et je referme la Ok. porte derrière. Tu refermes la porte On derrière. leur roule sous les clés. Ok. Ça tu se met es- dans les clés de la cave.
Ok, tu dis ça, et on va revenir quelques instants à Simon. Simon, tu jettes un coup d'œil, tu vois que la gendarme qui est partie en criant a rejoint la route, et que tu vois il doit y avoir un gendarme ou 2 gendarmes, tu sais plus maintenant, coincés derrière cette voiture, et tu en vois un qui rampe en fait, pour s'en sortir en fait. Qu'est-ce que tu fais? Il rampe vers la route, hein. Il essaie de ramper pour se barrer du parking, hein. C'est ça qu'il essaie de faire. Je vais le laisser faire. Non. Si, je vais le laisser faire. Je vais le laisser faire. Il va répandre la peur là où il va. Et ça la retiendra au moins quelques instants, j'imagine. Quelques instants de plus. Au moment où Ceci dit, je commence à m'inquiéter parce que j'ai pas envie non plus que Sutton nous échappe. Au moment où tu dis ça, tu penses que c'est une bonne idée de ne pas être sorti de ton fusil, parce que tu vois un tir de barrage qui vient, plusieurs balles viennent ricocher au bord de la fenêtre. Et si tu avais sorti ton fusil, tu avais quand même une chance de te faire toucher. Clairement, il y a un gendarme qui protège son collègue, qui finalement tu l'entends courir et rejoint certainement la route. Et nous redescendons en bas, retrouvant Sophie qui vient de fermer la porte. Alors, je suis armée d'un fusil, un calibre 12, donc quand même pas rien. Je vais directement le pointer sur le couple. Alors là, tu les vois, ils reculent, hein, ils s'écartent l'un de l'autre. Tu vois, elle tombe dans les pommes. Clairement, là, tu viens de braquer ton fusil. Élodie Frasquin tombe dans les pommes. C'est très bien. Bam! Et d'un coup, et tu vois qu'elle s'éclate la tête au sol en tombant dans les pommes sur ce parquet, et que du sang commence à couler sur le tapis. Son mari se jette sur elle, hein, assez légitimement. Est-ce que tu tires au moment où il se jette sur elle? Je ne m'écarte pas. Je mets mon fusil sur son dos et je lui dis tu t'écartes. Putain, mais vous êtes folle! Mais c'est ma femme! Et il se retourne vers toi, il te regarde comme ça. Mais vous êtes folle! Vous êtes folle! Vous êtes folle! Non, et vous l'entendez crier à l'extérieur. Vous êtes folle! Vous êtes folle! Ma femme! Ma femme! Bon, tais-toi! Et puis il va se reculer, c'est-à-dire qu'en fait il va tourner autour de toi pour s'éloigner en fait, hein, et puis oui. Toi tu t'étais mis juste là, hein, c'est ça, quelque part juste à côté de lui. C'est ça, et il va se reculer au fond de la pièce, quoi, tu vois, et il a peur, quoi. Donc je pointe en fait mon fusil sur sa femme et je lui dis elle n'est pas morte, mais elle va l'être si tu ne me dis pas où sont les clés, cette foutue cave. Les clés de la cave? Mais je n'ai pas les clés de la cave. Qui a les clés de la cave? C'est lui! T'as une cave, t'as forcément des clés. Mais non, je sais pas, c'est lui qui les a. Putain. Je sors de la pièce et je la referme la clé. Ok, tu sors de la pièce. À ce moment-là, tu vas faire un test de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît, Sophie. Ok, tu sens la main de Élodie qui essaye de prendre ta cheville et de s'accrocher à ta cheville. Ça glisse au dernier moment. Elle se relève ensanglantée et te saute dessus, mais tu peux agir bien entendu avant qu'elle te saute dessus. Oh, je vais lui mettre un coup de crosse. Sophie? Tu lui donnes un coup de crosse. Un gros coup de crosse. Sauvegarde de force pour lui donner un coup de crosse, s'il te plaît. Ça devrait aller. Pas de problème. Tu lui donnes un coup de crosse qui s'écrase sur son visage. Tu vois que son nez, tu entends son nez se briser. Mais elle continue à voir te sauter dessus, aidée par son mari, qui te saute dessus. Mais ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Les deux te sautent dessus. Tu vas pouvoir me faire un test de force avec un dé malus. Et pour la peine, je vais utiliser un point de fortune pour te donner un deuxième dé malus. C'est pas sympa. Tu l'as pas dit. Voilà. Et les deux énergumènes, puisqu'ils sont, il y en a une qui tu viens défoncer la moitié du crâne, te sautent dessus et t'empoignent, commence à te taper, mais surtout, t'as fait 18, l'homme récupère le fusil. Que fais-tu?
Les autres, à l'extérieur. Oui, vas-y, dis-moi. Je hurle. Ok. Jane, Thomas, Pierre, Bah, quand vous entendez un cri. la porte, tu l'avais refermée à clé ou pas? Non. Non. Du coup, je l'ouvre à la volée et je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'ouvres la porte à la volée, tu vois en fait que Elodie Frasquin est sur Sophie et que son mari vient de récupérer le fusil, il est à genoux, il a le fusil dans la main et par réflexe au moment où tu rentres, il tire. Ok. Tu vas faire un test de sauvegarde de dextérité, Jen, s'il te plaît. Ouais, alors attends, parce que j'ai un... Simon, tu es en haut, t'as vu que le deuxième flic s'est barré, tu vois sur la route qui vient au Clos des Fleurs, tu vois plusieurs gyrophares. Et surtout, ce que tu vas voir, c'est tu vas voir des lumières dans le ciel. Tu les avais vues avant, c'est pour ça que vous étiez monté à l'étage. Vous étiez monté à l'étage parce que vous étiez bien rendu compte qu'il y a quelque chose qui se passe autour de Beter, ces hélicoptères qui viennent, ces voitures déjà que vous avez vues passer. Mais là, c'est sûr, il y a 1, 2, peut-être 3 lumières dans le ciel. Il y en a une qui est en train de se déplacer à vive allure vers le Clos des Fleurs. Les bâtards. Mais j'entends un coup de feu moi aussi en bas. Et ben à ce moment-là, tu entends un coup de feu. À ce moment-là, tu entends un coup de feu. Et donc on revient en bas. Pierre, Thomas, tu vois ta femme, tu voyais pas trop, parce que oui, c'est ta femme qui vient d'ouvrir la porte, faut bien le dire, celle qui t'a donné cette très belle petite fille, qui est pour l'instant en Angleterre, chez tes beaux-parents. Alors, elle est entre... Oui, excuse-moi. Vas-y, question. Elle est donc je présume que je me trouve derrière elle, donc elle est entre moi et le tireur éventuel. Exactement, mais tu viens juste de voir que le fusil se lève par réflexe et tu entends la détonation. Et je mets... le coup part et vient te heurter en plein sur toi, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai pas de désavantage là, ou j'en ai un. Non, c'est un test de constitution, c'est ton choix. J'aime le jeu. Ouais, j'aime le jeu. Ok, bam, tu prends la balle. Ça c'est clair, elle te heurte. C'est un fusil, donc tu vas perdre 6 points de vie. Et tu vas t'envoler légèrement, mais pas beaucoup, puisque la balle doit traverser peut-être ton épaule, juste de quoi reculer. Et tu hurles alors que Thomas, tu peux agir. Yansky, je t'oublie pas, Yansky, je t'oublie pas. Écoute, par réflexe et surtout par colère, je dégaine mon automatique. Tu dégaines, ouais. Et je vise le porteur de l'arme. Ok, tu vises... Il a blessé mon épouse. C'est quand même la mère de mon enfant. Je tire. Je cherche pas à comprendre. Je vais peut-être même tirer plusieurs fois. Histoire peut-être tires déjà une fois en criant enculé. Donc tu appuies sur le pistolet automatique, parce que c'est un semi-automatique, tu tires, et je te laisse faire ton test de... Tu tires plusieurs balles dans la pièce, qui viennent toucher le lit, tu vois une lampe qui explose à l'extérieur. Sophie, il y a la femme qui est sur toi, tu vois son visage, ses yeux sont verts. Elle dégouline du sang. Sa mâchoire, tu l'as brisée. Ses dents sont cassées. Et elle va pour te mordre. Je suis terrorisée. Et je vais en fait me débattre et filer des coups de pied pour qu'elle me lâche et essayer de ramper vers la porte. Ok. Cool. Tu la repousses. Sans problème. Et tu rampes rapidement vers la porte. Devant toi, il y a
Jen qui a reculé, elle est encore debout, mais tu vois qu'elle est blessée gravement certainement à l'épaule. Et il y a Thomas avec toute sa puissance physique qui tient un pistolet automatique et qui tire. Et tu vois la forme de Pierre qui hurle « Simon ! Simon !» Et il hurle comme ça. Et vient se présenter lui aussi. Il n'a pas d'arme présentement. Et il vient voir ce qui se passe. Nouveau round. Et je vais vous laisser l'initiative. Bien entendu. Qui veut agir en premier? Agir en premier dans ce round. Eh bien, c'est moi à l'étage. Ouais. Qui, ayant entendu deux choses. 1, la détonation. 2, un appel au secours. En tout cas, ce que je comprends être un appel au secours. Je jure et je quitte mon poste d'observation pour traverser la pièce et me diriger vers l'escalier que je dévale à pleines jambes. Oh, ok. T'arriveras dans l'escalier, hein, bien sûr. Qui veut ensuite? Allez-y, hein, prenez le lead. Moi de mon côté, je vais serrer les dents et je vais reculer dans la salle à manger. Si j'arrive à le faire, peu importe. En me tenant l'épaule, et je vais commencer en fait à chercher dans les buffets ou sur la table ou quoi que ce soit des serviettes pour essayer de me faire un garrot à l'épaule, enfin de faire quelque chose pour la plaie, quoi. Très bien. Moi, je continue de ramper hors de la pièce. Et je vais dégoupiller et jeter dans la pièce ma bombe lacrymo. En fait, moi... oui, non, mais on agit en même temps, hein, en fait, en gros. Qu'elle va ramper, je comprends pas trop ce qu'elle veut faire. Et en fait, je fonce sur le propriétaire. Ok. Histoire de le plaquer au sol avec l'arme, afin qu'il ne puisse plus ajuster un tir contre l'un d'entre nous. Parfait, c'est ça qui se passe, ils vont réagir. Et donc, eux, ils vont agir. Alors que toi, tu cours vers lui en passant au-dessus de Sophie. Tu vas aller au contact, hein, c'est ça, Thomas? C'est ça que tu veux faire? Bien sûr. Moi, je veux le plaquer au sol, en fait. Et vas-y, tu fais ton test de force pour le plaquer au sol. Tu sais que c'est dangereux parce qu'il a levé son fusil pour tirer vers toi. S'il tire et que tu es juste devant le canon, tu prends à bout portant un coup de fusil. Oui. Mais le but, c'est en fait qu'il puisse plus aligner le canon sur nous. Que je maintienne le canon sur lui avec mes deux mains. Vas-y. J'ai peur. Tu maintiens le canon. Tu le maintiens. Vous êtes deux hommes assez forts. Il te regarde profondément. Tu vois ses yeux verts qui te fixent. Tu peux me faire un test de santé mentale, s'il te plaît, aussi? Tu connais ces yeux verts. Tu les as vus il y a tant et tant d'années. Tu es proche du but. Ou pas. Tu cries un instant. Paralysé quelques instants, une sueur le long de ta colonne vertébrale. Tu te rappelles le corps de ces hommes sur ton corps. La violence que Sutton a utilisée pour te posséder. À la fois ton corps et l'esprit. Les cris de douleur, de souffrance de Jane, alors que cette bande entière lui ravageait son jeune corps de 15 ans. Je hurle, hein. Tu hurles, oui, tu hurles. La femme, Elodie, te saute dessus. Te saute dessus de toutes ses forces, te mord au bras. Tu cries. Encore plus, peut-être. À vous. Quand j'entends crier mon mari, je vais me reprécipiter dans la pièce. Je peux pas le laisser comme ça. Ouais. Ça commence à faire pshhh.
il y a une fumée qui sort d'une grenade lacrymo qui vient d'être balancée dans la pièce. En voyant que Jane s'approche de la porte, je vais lui crier non, 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 reste derrière, Thomas, recule. Il faut aller l'aider, on peut pas le laisser comme ça. Va le chercher, je peux pas m'en occuper moi-même. Puis ça va vite, hein, ça remplit la pièce en quelques instants, les trois disparaissent dans cette fumée, enfin disparaissent, Thomas. vous les voyez, mais et vous sentez, ne serait-ce que déjà, les larmes monter à vos yeux, hein, si je puis me permettre, dans un endroit clos. Exactement le bon endroit, sans fenêtre. Bah, je rentre quand même dans la pièce malgré... Ok. Malgré ce qu'elle me dit, j'essaye en fait, en tâtonnant, tu sais, j'ai les yeux à moitié fermés, et j'essaye un peu comme... Ils sont même complètement fermés vu qu'au moment où tu rentres... Mais Thomas, je dis, Thomas, guide-toi à ma voix, retrouve-moi, t'es où? Viens. En plus je souffre, j'ai qu'un bras parce que j'ai l'autre bras. C'est exactement ça, et Thomas, toi, t'es obligé de fermer les yeux et ne plus voir ses yeux verts, mais tu es sûr d'une chose, au moment où t'as fermé tes yeux, ces yeux verts ne se fermeront pas malgré la fumée. Ça, c'est sûr. Les deux vanniers ont disparu, Sophie, alors que Pierre... Putain, mais n'importe quoi! Et il va venir fermer la porte. Solidarité zéro. Sophie, faut défoncer cette cave. Allez, vas-y. J'ai plus mon fusil, c'est lui qui l'a. De toute façon, là, ils vont... T'as balancé une grenade, t'as bien joué là, ils vont pleurer leur race, ces enfoirés. Je suis sûr que c'est des complices. C'est Sutton, il est où? Dans la pièce? Putain, il est dans la cave. Il est à la cave. Qu'est-ce que vous foutez là? Qui c'est qui a tiré? Mais c'est n'importe quoi, ils font n'importe quoi. On s'en fout, de toute façon on va tous claquer. Mais on va rendre justice, la justice que la justice des hommes n'a pas pu donner. Ah mais ça, ouais, mais Jen, elle est où? Jen, je monte la on va la chercher. Et il va réouvrir la porte. Avec toi, si tu veux. Et pendant ce temps, à l'intérieur, on a une scène d'anthologie. Thomas, tu sens qu'en fait, t'as lâché par réflexe le fusil, mais vous voyez quasiment plus rien. Tu t'as fermé tes yeux, tu entends la voix de ta femme derrière. C'est par la voix de ta femme que tu peux, si tu veux, reculer ou pas. Hein. Vous voulez essayer quelque chose avant de lâcher le fusil? Bien sûr. Alors, c'est un calibre 12, donc à 2 coups. C'est ça. D'accord. Je voulais, en attrapant en fait le fusil au niveau de la crosse, rendre le fusil inutilisable, c'est-à-dire en gros appuyer sur la détente pour qu'il ne puisse pas s'en servir. Bien sûr, tu peux appuyer sur la détente avec un test de sauvegarde, de dextérité. Et non, ça glisse, et en plus, non seulement tu n'y arrives pas, il a le fusil en main. C'est clair qu'il a le fusil en main. Tu vois plus, t'as tes yeux fermés, il y a trop de lacrymo, ça rentre en plus par vos narines. Enfin, la douleur est énorme. Vous pouvez d'ailleurs tous les deux me faire un test de constitution. Marie et femme, vous allez bien fermer les nez. On a fermé toutes les coutilles là, tu vois. et les yeux. Et donc, vous avez rouvert. Je vais quand même laisser Elodie agir. Elodie va te sauter dessus, enfin au jugé, on va dire ça comme ça, Thomas, et t'agripper, donc elle est sur ton dos pour l'instant. Elle s'agrippe et elle hurle, elle va pour te mordre le cou, alors que le mari lève son arme, et tu as échoué à ton test de dextérité, tire. Te touche, Thomas, à bout portant. Tu peux me refaire un test de constitution. Ça pique. Ça va piquer. Pas mal. Tu vas être touché dans le dos. Hein. Tu sens en tout cas une balle dans le dos. Ta seule satisfaction, c'est qu'il n'y a plus de munitions. Tu restes... en plus, la balle a traversé la femme. Hein. Elodie aussi, elle était agrippée à ton dos. Touche tous les deux. Malgré toute ta constitution, tu tombes à genoux. Mais tu n'es pas inconscient. Jure.
Et vous entendez la femme hurler, Elodie hurler aussi, alors qu'elle a dû être transpercée par la balle tirée par son mari. Je me dirige vers la porte. Vraiment, mon objectif, c'est d'aller sortir, si besoin, Jane de là. Ok, tu diriges vers la porte. Tu vois, il y a la fumée qui sort, mais tu les vois, ils sont juste à l'entrée. Tu peux prendre par la main Jane et la tirer sans problème. Je l'alpague pour l'extraire de là. Je m'en fous complètement de Thomas. Okay, mais attends. Il t'a tiré. T'arrives à prendre Thomas. Non, il est à genoux. Il a Elodie dessus. Tu n'arrives pas à le prendre. T'es sorti de la pièce. Mais attention, hein, parce que la lacrymo sort aussi dans le couloir, en même temps. Sophie, que fais-tu, Sophie? Que fais-tu, Sophie? Je m'écarte le plus possible de la porte. Tu t'écartes le plus possible. Tu pars avec Pierre. Pierre arrive devant. Putain, mais faut la défoncer, cette porte. La porte est épaisse, renforcée de métal. Mais t'as pas ton fusil? Il est où, ton fusil? Il est dans les bras de l'autre connard, là. Alors moi, j'ai mis un fusil. Et ouais, t'es toujours au milieu du couloir. Et puis, tu vois, il commence à donner un coup de pied à la porte. Bam, il donne un coup de pied à la porte. Un deuxième, mais c'est 20, clairement 20. Bon, Simon, donne-moi ça. Tu retournes chercher l'arme à Simon et je vais laisser Thomas faire son action pendant ce round, si tu veux bien. Alors là, tu douilles, Thomas. T'as une balle, elle est peut-être sortie. Elle est sortie, la balle, c'est sûr, mais en tout cas, tu pisses du sang du dos. Heureusement que la femme était sur toi. Sinon, tu penses que tu serais mort sur le coup. Et puis surtout, tu vois ses yeux verts. Et tu vois la main de Sutton qui s'approche de ton visage alors que tu es dans une cage. Et que tu es exsangue, tu n'as pas mangé depuis 2 jours. Et ils viennent de t'apposer au fer rouge la marque de leur culte. Tu l'as encore sur la jambe droite, cette marque qui tous les soirs te brûle pendant tes rêves. Je cherche désespérément en reculant grâce à mes pieds. Je suis par terre, je suis sur le dos par terre. T'es à genoux, tu peux te relever, tu peux essayer de ramper. Je cherche dans ma poche. Je cherche dans ma poche, car je sais que je l'ai rangé dans ma poche, le second chargeur. Le second chargeur, j'essaie frénétiquement de me débarrasser du chargeur vide et en tremblant de mettre le chargeur plein dans le pistolet, dans le semi-automatique. Et malgré le poids d'Elodie, tu vas arriver à vider le chargeur et remplir et le remplir. Ton arme, ça fait déjà pas mal de semaines que tu t'entraînes avec cette arme. De longues semaines, sous la direction de Pierre. Tu en as tiré sur des canettes pour utiliser cette arme. Je me dis que cette fois-ci, faut pas que je le loupe. Donc je vais attendre le dernier moment. Le moment où il est sur moi au contact pour tirer. Oh, ok. Très bien. Et tu le vois, tu sens rien, tu sens une présence qui arrive. La femme bouge à peine. Elle a pris le plus gros du coup. Et tu sens qu'il y a quelqu'un qui est juste derrière toi et qui va pour te frapper certainement avec le fusil qui est vide maintenant. Tu peux tirer, bien sûr. Tu auras un dé de difficulté. Malgré tout, tu es en plein dans cette fumée de lacrymo. Je me sers de ma capacité spéciale main sûre. Et je suis automatiquement mon test d'attaque à distance. Ta main sûre est sûre. Tu tires, t'es à bout portant. L'homme tombe au sol à côté de toi. Quand je dis tu tires plusieurs coups, c'est à l'automatique, donc plusieurs balles qui viennent se ficher sur lui. Et à la fin, tellement je suis stressé, je vide le chargeur et je continue même à essayer de tirer. Tu continues encore et tu entends le chien. En fait, toi, tu vois rien, t'es dans la fumée. Il y a Elodie, son corps est tombé au sol à côté, elle est certainement agonisante aussi. Vous avez entendu dans le couloir plusieurs coups et vous avez vu en fait des étincelles de ce coup, alors que la bombe lacrymo continue à remplir la pièce de cette fumée de plus en plus épaisse. Et je vais essayer de ramper jusqu'à ce qui me semble être la porte, peut-être le mince rayon de lumière qui passe en dessous la porte, qui vient sûrement du couloir, et à taper contre la porte à un moment donné. On va laisser la porte ouverte et on va laisser les autres agir.
Moi, quand je l'entends tirer, je reconnais que c'est son arme et pas le fusil, je suppose, un minimum. Ça fait pas le même bruit. Non, c'est pas De ma main valide, enfin, de mon bras valide, j'attrape en fait Simon par le col et je lui dis va chercher mon mari tout de suite. Aide-le à sortir de là, il est blessé, il faut le soigner. Bon ben, je mets mon col, je relève mon sweat. J'ai un sweat type survêt et tout. Je relève ça sur mon nez et je rentre dans la pièce et je tire sur les gens qui sont au sol. les gens qui sont Enfin, les gens qui ne sont pas Thomas, évidemment. Ok. Tu tires, tu rentres, mais toi tu vois rien non plus, il y a de la fumée, donc tu tires un peu au jugé, et tu vas tirer, tu vas tirer sur des corps, hein, c'est sûr. Ouais, je vérifie quand même de pas tuer Thomas quand même, parce que voilà. Ouais, tu vas tirer sur 2 corps. Mais et voilà, puis Thomas, tu vois, il est à genoux, tu le relèves. Vous pouvez sortir de la pièce sans problème, fermer cette pièce remplie de lacrymos, et vous êtes dans le couloir. Sophie. Bon, moi j'ai demandé à Simon son fusil, mais manifestement il m'a bien ignoré, bien comme il faut. Est-ce que je sais crocheter une serrure éventuellement? Il n'y a pas de serrure. Ah, c'est gênant. Il faut que je récupère mon fusil. Bon. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de serrure, c'est bizarre d'ailleurs, parce qu'il devait y en avoir une, mais il n'y en a plus. Elle est en métal, la porte, tu disais? Elle est en bois et en métal, renforcée de métal. Bon, je réfléchis, je suis quelqu'un de pragmatique. Il doit y avoir des outils dans cette baraque. Je vais essayer de chercher des outils. Ok. Tu vas chercher des outils. Très bien. Ok, tu vas pouvoir trouver. On va faire les autres et puis je te dirai ce que tu as trouvé. Oui. Moi, je voudrais utiliser ma capacité spéciale soin pour soigner rapidement mon mari. Bien sûr. Qu'est-ce que fait ta capacité spéciale? Alors attends. Bon, je connais très bien. Du coup, moi, je le dis pour les autres. Une fois durant la scène, vous pouvez soigner un autre personnage. Cela vous occupe quelques minutes, sauf pour Thomas, vous pouvez soigner en une action. Et il regagne un niveau de vie. Voilà, il va regagner un certain nombre de points de vie que je vais lui remettre tout de suite. Thomas, Jen, ta femme aimante, te soigne. Et c'est une extrémiste, puisque tu te rends compte, Jen, que la blessure est profonde, et tu vas lui mettre un garrot qui lui permettra de tenir. Mais tu sais, Jen, qu'il faut aller à l'hôpital ou trouver un vrai médecin. Sinon, il mourra à un moment ou à un autre. Ouais. Pierre hurle, surtout quand Sophie, tu vas chercher. Ouais, Sophie, trouve-nous une hache ou quelque chose pour défoncer ça. Simon, à quoi tu joues là? Viens, putain, faut la défoncer cette porte. À l'extérieur. J'arrive. C'est pas trop tôt, Simon. À l'extérieur, vous entendez un hélicoptère. Et puis, par les fenêtres du salon, vous voyez une lumière, une espèce de flash lumineux comme un projecteur qui tourne maintenant autour de la maison. Putain, les gendarmes, ces enculés de flics, ils ont rien fait pour nous, mais ils viennent sauver ce putain de Sutton. Et là, vous entendez... Vous ne mourrez pas. Ça vient de derrière la porte. Vous ne mourrez jamais. Je suis votre maître depuis que je vous ai eus tous et toutes. Et vous entendez des pas qui descendent dans l'escalier. Pierre se jette sur la porte et à coups de poing essaie de la défoncer. Sophie, tu vas trouver une hache. Une hachette, une petite hache, dans la cuisine. Espèce de... Voilà, on est à la campagne. Ok. Je vais la rapporter à celui que je sais être le plus énervé, le plus bourrin, Simon. Je vais lui filer la hache, et pendant que je le laisse ouvrir la porte, je vais aller récupérer mon fusil. Ok. Tu vas récupérer ton fusil en te bouchant le nez. À tâtons, tu vas bien entendu récupérer ton fusil.
Bien sûr. Pierre, il passe, calmer. Putain, il est là, vous l'avez entendu? Tu l'as entendu, Simon? Ouais, tiens. Je lui tends son fusil, parce qu'à la base c'était le sien. Ouais. Et Il vient vers avec- toi, il te prend par le cou, tu sais, par le bras, par le cou, il se rapproche de toi. Simon, on va sauver nos âmes, Simon. Ah mais mon âme c'est foutu, par contre je vais emporter la sienne avec moi. Ouais. Tu es une âme perdue, Simon, mais je serai avec toi. Je suis avec toi, tu sais que je suis avec toi. Oui. Merci. Heureusement que t'es là pour nous guider. Je le fais pour nous tous. Il se tourne vers toi, Jane. Il se tourne vers toi, Sophie, alors que tu reviens. Vers toi, Thomas. Je suis là pour vous, j'ai toujours été là pour vous. Et il va sortir sa bombe de peinture, et sur le mur du couloir, il va peindre, graffer un premier C et un deuxième C. J'ai toujours été là pour vous. Toujours. Vous le savez. À la vie. À la mort. À la vie, à la mort. Il vous regarde un par un. Ou alors, à la vie, à la mort. Et il se tourne vers toi, Simon. À la vie. À la mort. On va tous mourir. Mais on va mourir avec lui. Vas-y. Vas-y, Simon. Montre-nous ce dont tu es capable. Il prend son fusil, il le recharge. Parce qu'il est vide. Et il a un regard déterminé. Je commence à m'attaquer à la porte avec la hache que m'a fournie Sophie. Ouais. Avec toute la rage et la haine que je peux avoir pour celui qui se cache derrière. Très bien. Très bien. Tu vas y arriver, hein, tu vas commencer. Alors, ça va être long parce que c'est une petite hache, hein, c'est pas une grosse hache. Et donc, tu vas t'attaquer à ça aussi bien que tu peux. Thomas, alors que tu es dans le couloir, tu vois Simon agresser cette porte. Tu te retournes vers ce graffiti extrêmement bien dessiné. Et tu réfléchis un instant à la signification de ces lettres. Convicta et combusta. Jugé coupable et brûlé pour sorcellerie. Tu le sais, c'est toi la première fois qu'il a fait chez les Delma. Tu te rappelles comment j'ai trouvé? Comment je l'ai trouvé? C'est pas toi qui as trouvé, c'est Pierre qui vous a demandé de faire ça. Pierre qui croit que la sorcellerie existe. Est-ce que ça existe? Tu ne sais pas. Simon. Alors les autres, Sophie et Jane. Pendant que la porte est en train de défoncer, vous entendez des sirènes aux alentours. De plus en plus de sirènes. Maintenant, il n'y a pas un hélicoptère, mais peut-être 2 hélicoptères. Clairement. Que faites-vous pendant qu'il défonce la porte? Bah, je le presse en fait. Je suis vraiment pas rassurée d'entendre toutes ces sirènes. Ok, tu le presses. Jane, tu veux faire quelque chose de particulier? Je profite d'être à côté de la cuisine pour essayer de me trouver une arme. Genre un couteau, tu sais, les genres de couteaux. Aucun problème, t'as un couteau. Je peux trouver, Un voilà. couteau de cuisine assez gros. Du coup, je reviens avec. Je dis, Ok. Quand tu vas dans la cuisine, il y a des fenêtres à la cuisine. Tu vois que là, c'est le jardin à l'extérieur et tu vois des lampes torches. Je me baisse, du coup, quand je me déplace, je me baisse. Et plus que des lampes torches, tu vois un premier... T'as l'impression qu'un hélicoptère a dû se poser. Et tu vois une espèce de laser rouge qui se déplace maintenant dans la cuisine à la recherche de tu ne sais pas quoi, mais peut-être de toi, d'une cible. Du coup, quand je reviens, je le précise à mes compagnons. Je dis, ils vont pas tarder, je pense, à nous attaquer parce que j'ai vu une espèce de
laser rouge dans la cuisine. Ah, putain. Il faut qu'on fasse vite. Simon, mine-toi. Simon, c'est dur, t'as une petite hache de balle. Pierre va se retourner, faut faire un truc, faut les retenir. Faut les retenir. Putain, si on avait encore des otages, on pourrait... On les a butés, les cons d'otages. Ah, mais ça, ils le savent pas dehors. Ils savent pas qu'il y a dedans. Ils ont tiré. Ça fait un quart d'heure qu'on tire de partout, quoi. On a combien de temps? On a quoi, pardon? On a combien de temps? Je lui dis d'aller rafler. Pierre, je sais pas combien on a de temps. Putain, c'est quoi? Comment ils ont fait pour nous trouver? Le vieux, il nous avait dit qu'il nous protégerait. Mais j'ai pas oublié ce qu'il a fait. On n'a pas oublié ce qu'ils ont fait. On a oublié ce qu'ils ont fait? Non. Putain, les gars. Ça risque pas. Et putain, pour elle, il faut le faire pour elle. On le fait pour elle? Sophie, on le fait pour elle? Pour elle, ouais. Pour elle. Tu vois, il commence à avoir légèrement les larmes aux yeux. On le fait pour elle? On le fait pour elle. Oui. Bien sûr. J'ai pas entendu là. J'étais en train de frapper. J'ai pas compris. Tu parles de qui? Je parle de Rachel. Ah oui. On le fait pour elle, Simon. Je recommence à frapper. Yansky, tu mets la main, à un moment qu'il dit ça, tu le mets à la main au collier que tu portes depuis 20 ans. Dans ce collier, en métal, il y a une mèche de cheveux. La mèche de Rachel. Âgée de 16 ans, elle n'a pas survécu lorsque vos libérateurs vous ont sorti de vos cages. Elle est enterrée sous une croix derrière la ferme de Jordis. Simon, la porte s'ouvre. Une cave. Eh ben, j'attends pas. Sans jeter un coup d'œil derrière moi, je m'engouffre dans la cave, hache à la main. Ah ok, carrément. Ouais. Chier. Eh ben, très bien. Les derniers, alors que vous êtes en train de passer cette porte, vous entendez des explosions, des tirs. La porte à l'avant de la maison doit être défoncée certainement. Et vous entendez pareil que ce que vous avez fait, finalement des grenades certainement lacrymo qui sont balancées par les fenêtres de la maison qui explosent alors que vous enfoncez dans cette cave. Et des tirs et des cris. Police, rendez-vous! Et des tirs, mais qui sont pas là pour faire la semonce. Hein. Ils sont là pour tuer. Ça tire de partout quand vous enfoncez dans cette cave. Moi, je passe en dernière. Tu passes en dernière. Et je prends le temps en fait de refermer derrière nous la porte. Au moins de la pousser. Tu la pousseras derrière toi alors que vous descendez. Simon, tu es en premier, tu arrives en bas, suivi de Pierre. Les autres, vous pouvez aussi descendre. Hein. Vous descendez un escalier profond. Et vous entendez le bruit d'une télévision et d'un éternuement rauque venant certainement de ce tonne. Sa voix résonne alors que vous êtes en train de descendre. Vous croyez vraiment que vous allez me tuer? Venez me donner vos corps. Je les violerai comme je l'ai si souvent fait. Viens, Simon. Toi le plus docile qui tant de fois a promis la vie de tes camarades contre ta libération. C'est un Simon furieux et enragé qui supporte mal l'affront, qui cherche une cible. Il n'y a rien pour l'instant, mais tu entends
la voix, elle vient du fond de cette cave. Tu entends la télévision au loin, une émission sur les vignobles bordelais, complètement calme, complètement surréaliste dans cette cave alors que tu avances. Jane, Thomas, Simon, Sophie, attends-nous. vous aussi vous descendez. Tu es la dernière, Sophie, tu entends cette voix rauque. Venez, mes enfants, venez me nourrir. Vous êtes là où j'ai toujours voulu que vous soyez, avec moi. Venez dans le labyrinthe. Viens, Simon, approche encore de quelques pas vers moi. Et tu le vois dans l'ombre. Tu vois Sutton, mais pas comme le Sutton que tu as connu il y a de cela 20 ans. Un Sutton revenu. Un Sutton dont les yeux verts illuminent. Un Sutton qui n'est plus que votre propre destinée. Que fais-tu, Simon? Que fais-tu, Jane, qui est derrière? Alors, pour ce qui me concerne, je vais avec férocité bondir sur lui et tenter de lui donner un coup de hache libérateur. Très bien, très bien. C'est exactement ce que tu fais. Tu cours vers lui et de toute ta force, tu l'essayes de le tuer. Je t'en prie, fais ton test de force. Simon Thurston, le lâche. Ta lame va tomber sur lui, ouvrir sa peau largement. Est-ce que tu es un destructeur? Oui, je suis un destructeur. Tu es un destructeur. Sa lame. Le dégât maximum de l'arme avec un bonus de 6 points. Ouais. Avec en plus un bonus de 6 points qui vient s'ajouter. 6 points, exactement. Alors que tu t'avances vers lui et tu viens de voir, Thurston s'avancer, le jeter de toutes ses forces. Sa hachette dans son corps qui s'enfonce. Il n'a pas un instant bougé. Tu enfonces ton couteau, c'est ça? C'est ça, c'est mon couteau de cuisine. C'est ton couteau de cuisine dans son corps. Et tu rentres, tu enfonces ton couteau qui va se ficher profondément dans cette chair moribonde qui revient clairement, et tu en es sûr, du royaume des morts maintenant. Tous les deux, vous pouvez faire un test de santé mentale, s'il vous plaît. Alors que tu viens de planter, je vais laisser Sophie. Ok, Jen, tu vas être paralysée par la peur pendant quelques instants. Le temps de te rendre compte que normalement, un homme aurait dû mourir de ce coup de couteau. Sophie, Thomas, que faites-vous? Vous avez vu Simon qui lui aussi court et lève son fusil pour tirer, mais ça va pas être évident parce qu'il y a du monde devant. Sophie, Thomas, vous faites ce que vous voulez, vous me dites. Est-ce qu'on est à portée assez pour voir que les coups de hache et de couteau n'ont rien donné? Les coups de hache et de couteau n'ont rien donné. Clairement, tu l'as vu quand tu es arrivé. Tu as vu que non, ça n'a rien donné. Ok, je me fige et je vais reculer de quelques pas et en essayant d'attraper par le bras Thomas. Ok, Thomas ou Thomas. Très bien. J'ai toujours l'arme que j'avais à la main tout à l'heure. Bien sûr. Elle est vide maintenant. Elle est vide. La question que je me pose, c'est est-ce que j'ai encore un chargeur? Ouais, tu as un chargeur, bien sûr. Pierre a été prévoyant. Il a pris suffisamment de chargeurs. Je sors, je mets le pistolet devant moi et j'essaie, toujours en tremblant, de remettre un chargeur dedans, en regardant Sophie dans les yeux. Il faut lui mettre tout ce qu'on a. Il faut qu'on en termine. Ça vaut pas le coup, je veux pas mourir, Thomas. Je peux pas les laisser.
Alors Pas que tu laisser dis tout ça, je reviens à James et Jane et Simon. James, Simon te met la main sur toi. Tu as toujours été le plus intelligent. Viens avec moi à cet endroit. Et tu peux me faire un test de sauvegarde d'intelligence, s'il te plaît. Simon ne se rend pas compte qu'on se moque de lui, évidemment, parce que le plus intelligent du groupe, je suis pas sûr qu'on puisse le dire. Mais il tente, comme malgré tout, de résister à ça. Et il va résister à cela. Aucun problème. Dans le même temps, il a mis la main sur ton avant-bras, Jane. Et tu sens quelque chose en toi. Rien du tout. Tu vas perdre 10 points de force. Tu peux te les enlever. Donc, il te draine ton énergie vitale. Ce n'est pas fini. D'une vitesse hallucinante. Vous voyez que il te prend par le cou, Simon, et te presse le cou. Il te presse le cou si fort que tu vas me faire un test de constitution avec des avantages. Ok. Il n'est pas surpris du tout par ta résistance, il te connaît. Ce n'est pas fini. Car tu perdras aussi 10 points de constitution. Simon. Et il te regarde toujours dans ses yeux. Fais-moi un test de sauvegarde de charisme, Simon, s'il te plaît. Et bon, je vais te donner un point de menace pour un désavantage. Du coup, je lance avec des avantages. Avec un désavantage. Ouais. Avec un désavantage, je lance. Ok. 19. Très bien. On revient à vous. Qui veut agir en premier? Moi. Sophie. Bon, Thomas voulait absolument agir, buter ce mec-là, et il se trouve que je suis une tueuse quand même. Donc je vais armer mon fusil. Je vais viser sa tête, en plein dans sa tête, et je vais faire un tir. Mais je vais mettre tout ce que j'ai, toute la haine que j'ai envers ce type. Très bien. C'est une bonne chose que tu es en train de faire. Donc, je vais utiliser 2 points de fortune pour réussir mon action automatiquement. Tu peux le faire après. Hein. Tu peux le faire après, je précise. Et donc tu tires sur lui et tu vas utiliser ta capacité blessure grave, j'imagine. C'est ça. Non. Ouais, ok. Ouais, tout à fait. Nous y sommes. Voilà. Soit tu relances un point, soit tu réussis 2 points. Tes amis sont là et tu vois bien que ce qui est en train de se passer est pas normal. Il aurait dû mourir. Il aurait dû mourir. Que fais-tu, Sophie? Que fais-tu, Sophie? Et tu entends sa voix dans sa tête. Viens avec moi dans le labyrinthe, Sophie. Non, je vais Viens relancer. avec moi. On va dire que je suis perturbée quand même un peu par cette voix, par ce qui est en train de se passer seul. Bien joué. Tu tires. Là, tu t'es sûr que cette balle qui fait tous les dégâts possibles, tu tires hyper bien, rentre dans son cerveau. C'est sûr. Il ne bouge pas plus que ça. Pas d'un chouïa, même pas hurler, même pas. Mais ça lui fait très mal, certainement, mais il ne bouge pas. Qui veut agir maintenant? Le coup est parfait. Le coup, Sophie, est parfait. Thomas. Moi, je vais agir avec... Ah, pardon. Voyant le courage dont fait preuve Sophie, je fais la même chose. Je brandis mon arme tremblant et j'essaie de me concentrer et je tire en utilisant ma capacité spéciale main sûre. Je peux utiliser qu'une fois par scène. Je pensais que c'était une fois dans le scénar. C'est une fois. Il n'y a qu'une scène. Il y a qu'une scène.
Et bah, tu touches avec ton fusil. Le coup est joli. Le coup est très joli. Cette fois-ci, tu le vois reculer de quelques centimètres, alors que tu le touches au thorax. Il recule. Ses yeux verts s'illuminent comme jamais. Comme jamais. Qui veut agir maintenant? Moi, du coup, si je peux. Vas-y, tu peux. En fait, quand je vois ces yeux verts, ça me rappelle tout ce qui s'est passé et pourquoi on est là et ce qu'on est en train de faire. Et en fait, j'ai envie de lui arracher les yeux. Donc du coup, je me jette sur lui et j'essaye d'enfoncer mes pouces dans ses orbites. Très bien. Pour ne plus jamais voir ces yeux verts qui nous ont tous traumatisés. Aucun problème. Aucun problème. Tu te jettes sur lui. Sache que tu es en choc psychologique. Totalement. Donc je te donnerai un dé de désavantage, bien sûr, à ce stade. Et il vous reste, si mes comptes sont bons, et mes comptes sont bons, 1 point de fortune. Il en reste plus qu'un ? Ouais. Ok, je crois qu'on en avait 2. Je dois faire un jet de force à 1. Tu dois... Exactement. Je pensais qu'il en restait 2 et que j'allais pouvoir les utiliser, mais c'est pas grave. Hop. C'est forcément raté de toute façon. Ouais. Mais non, effectivement, en plus ça a un désavantage, donc de toute manière, ça aurait été compliqué. Mais tu sautes sur lui et il te pousse comme ça négligemment au sol, ta faible force. Je vais laisser quand même Simon agir avant que lui réagisse. Ah oui, j'attendais mon tour. Je relève la hache. Donc je détache la hache, tu vois, de son il torse. bouge un peu. Et je la rabats de toutes mes forces sur Jane qui est à côté de moi. Bam, tu touches Jane. Fais un test de force quand même. Je vais utiliser un point de menace pour remettre un peu de fortune. Tu peux relancer, s'il te plaît. Je le relance, parce qu'on m'y invite. Eh ben, décidément. Yes. Très bien. Mon point de menace restera 20. Et il agit maintenant. Alors que Sophie, Thomas, vous venez de voir Simon essayer en vain de donner un coup de hachette à Jane qui a été repoussée, on va dire négligemment. Sutton va s'approcher de Jane et puis va te donner, va juste te toucher en fait, tout simplement te toucher. Jane, tu sens alors qu'il te touche les dernières forces de ton corps te vider, ta peau, ta chair. Tu vois ton enfant, tu vois ta fille chérie. C'est la dernière chose que tu verras alors que tu n'es plus que ombre. Sutton est derrière toi, Yansky. Tu ne sais pas comment il a pu être derrière toi. Il est derrière toi, au milieu de la cave. Viens avec moi dans le labyrinthe. Viens avec moi dans le labyrinthe. Il te prend à bras le corps alors que tu as encore ton fusil. Et fais-moi un test de sauvegarde d'intelligence. Tu es dans le labyrinthe. Tu es dans le labyrinthe, Sophie. Marche vers eux. Tu connais le chemin. Tu cries. Ton esprit est dans le labyrinthe. Ton esprit est dans le labyrinthe. La chambre rouge. La chambre rouge. Thomas, Simon, Pierre. Pierre est là. Il va tirer à nouveau. Non, il n'a pas fini. Excusez-moi. Il n'a pas fini, James. James va regarder Simon et Simon va se tourner. On verra la prochaine fois vers qui. Thomas, à toi d'agir. Thomas ou Simon. Simon, tu es libéré puisque ta cible est morte.
Est-ce que j'ai conscience qu'elle est morte? Parce que ça peut m'affecter, évidemment. Elle n'a plus de muscles en fait, il n'y a plus que la peau sur des os. Oui, mais je veux dire, est-ce que parce que Elle est si morte Simon complètement. voit Elle est Jane morte morte complètement. à ses pieds, Elle est morte complètement. ok. Elle est morte Je reste dans ce cas-là pendant toute la durée du tour. Je reste interdit devant, enfin, tu vois, Choqué. incrédule, les yeux bloqués sur Jane, genre non, c'est pas possible. Thomas, et le corps de ta femme est sans vie à côté de Simon. Yansky a les yeux verts. Elle a les yeux verts. Yansky a les yeux verts et semble perdue. Sophie a les yeux verts. Elle marche dans le labyrinthe. L'âme torturée de Jane restera torturée. Bah, y a des milliers de choses qui se bousculent dans ma tête. Il y a mon enfant, il y a ma femme qui est maintenant qui n'est plus parmi nous. Il y a qu'est-ce que je vais devenir sans elle. En même temps, je regarde Sophie et ça me réconforte quelques instants, car voilà, c'est Sophie. Mais j'ai Sutton à côté de moi et c'est quand même le but de notre vie. Et j'ai toujours l'arme dans la main, donc je le pointe et je fais encore feu. Tu fais encore feu. Tu tires à bout portant sur lui. Je t'en prie. Vous pourtant j'ai un bonus ou pas? Oui, je te donne un dé de bonus. Ok, tu vas toucher. Il bouge à peine, comme si les balles de ton pistolet ne lui faisaient quasiment rien. Et pourtant tu en tires quelques-unes. À ce moment-là, vous entendez des bruits. Police, police! Et James hurle. Venez me sauver! Ils veulent me tuer! À l'aide! À l'aide! Simon? Oh, Je bondis. Ah, si j'ai la possibilité. Ouais, Simon, tu vois James qui court vers l'escalier. À une vitesse telle. Tu as un fusil. Non, tu n'as plus de fusil. Non, j'ai une hache. Tu as une hache. Donc je vais lancer ma hache. Tu sais, je t'ai dit qu'elle était petite tout à l'heure. Ça se lance. Ça se lance sans problème. Tu lances ta hache. Je lance ma hache et avec mon jet de force peut-être ou de dextérité, dis-moi. Dextérité. Plutôt dextérité. Je te laisse choisir parce que c'est la force ou la dextérité. Je te laisse choisir. Ça va être dextérité. La hache s'enfonce dans le dos de Sutton. Il tombe à genoux. Sa tête se tourne. Ses yeux verts s'éteignent. Une bombe lacrymo. Une deuxième. Police, police, police. Quelques jours plus tard. La presse s'affole. Les coupables ont été retenus. Quelques jours plus tard. Dans le bureau de la gendarmerie de Bordeaux. Dans le bureau de la gendarmerie, la section de recherche du capitaine Alain Tellier. Caroline, tu es là. Dans ta chaise. Ça fait 2 heures que tu es arrivé au bureau. L'hôpital psychiatrique t'a relâché, entre guillemets. Tu es parti en courant
de ce parking, abandonnant ton collègue, ta collègue, tu ne sais plus trop bien, au sol. Et tu vois en face, Tellier. Tellier est devant son bureau, devant un bureau. Et il est en train de mettre des affaires dans un carton. Doucement. Tu vois, Caroline, la photo de Nadine mise dans ce carton. Tu vois Alain prendre l'insigne du défunt capitaine Brochard, mort pour la France. Son enterrement sera demain. Nadine pleure son mari depuis 2 jours. Capitaine Alain Tellier va prendre les quelques notes que Brochard avait laissées avant de partir, fermer ce carton et aller déposer sur un chariot ce carton. Aurore est là, elle ne dit pas un mot. Pas un mot. Alors que le capitaine Alain Tellier va se rasseoir à sa place. Ils sont tous morts dans cette cave. Ils sont tous morts. À vous. Ouais, je vais commencer. Tellier a été marqué par cette affaire, a été marqué par ce qui s'est passé à côté. Il a perdu un collègue, il a perdu aussi, d'une certaine façon, son humanité, mais d'une autre aussi. Il a approché des choses qu'il ne pensait pas exister. Et il a fait des choses qu'il n'aurait jamais pensé dû faire. Il a demandé au commandant de dissoudre le groupe. Car ça ne sera plus jamais pareil. Il a avant rédigé une lettre pour le lieutenant Huard, une lettre d'éloge, et il a demandé aussi au commandant de la valider afin qu'elle puisse obtenir ce fameux stage à Quantico. Joss, il s'est débrouillé pour la faire suivre par les psychologues les mieux armés de la gendarmerie. Et quant à lui, il a décidé, avec l'accord de son épouse, de se faire muter. Loin de tout ça. Loin de la métropole. Avec ses enfants. Il est parti, il a accepté un poste dans les dom-toms. Comme capitaine de caserne. Lui qui avait toujours refusé de devenir capitaine de caserne. Dans un endroit tranquille où il pense terminer sa carrière et sa vie tranquillement. Il ne compte plus revenir en métropole. Son fils ne se doute de rien. Il a juste confiance dans ce que lui a dit son père. Et voilà, donc il sait qu'il partira aux prochaine prise de garde, hein, c'est-à-dire d'ici peut-être quelques semaines. Mais il a décidé de toute façon de ne plus rentrer en contact avec les 2 lieutenants. Tu apprendras quelques années après que le commandant Mata t'a couvert auprès de
de la hiérarchie qui, bien entendu, s'est bien rendu compte que l'homicide des 2 motards ou la mort des 2 motards n'était pas qu'un accident. Aurore, de son côté, aura attendu quelques semaines après toute cette histoire pour aller présenter sa démission auprès du capitaine Tellier, du commandant Mata. Cette affaire l'a énormément affectée. Bien plus qu'elle ne l'aurait pensé, d'ailleurs. Elle se pensait suffisamment forte pour combattre les pires tueurs en série et pouvoir aller à Quantico et tout ça. Et en fait, avec cette affaire, elle s'est rendue compte que non. Elle a perdu son frère en plus pendant cette enquête. Donc du coup, même si c'était sans rapport avec l'enquête en elle-même, ça a contribué à la marquer. Donc du coup, elle aura démissionné de la gendarmerie nationale en remerciant quand même le capitaine Tellier pour la lettre. Je crois qu'elle aura même gardé cette lettre de recommandation. Elle l'aura gardée dans une boîte sous son lit. Et elle sera certainement partie chez ses parents, très certainement, pour quelque temps, dans le petit village d'où elle vient, du centre de la France. Et elle se sera établie comme psychologue à son compte. Elle aura préféré traiter les petits malheurs des uns et des autres plutôt que les gros problèmes et les grosses enquêtes qu'elle ne peut plus voir en peinture. Et je pense qu'elle aura fini certainement célibataire avec des chats. Voilà. Alors, le lieutenant Joss aura mis beaucoup de temps à se relever de cette dure journée, de cette dure enquête en fait. Elle n'aura jamais réussi à terminer totalement le rapport final. C'était au-dessus de ses forces. Elle sera suivie pendant plusieurs mois, plusieurs années par les psychologues qui lui ont été assignés, et elle gardera toujours une faiblesse psychologique qui en fait ne l'empêchera pas forcément d'exercer, mais va brider totalement son évolution de carrière. Elle restera à Bordeaux, elle aura des jumeaux. Mata va bien gueuler en apprenant d'ailleurs qu'elle ne lui en avait pas parlé. Voilà, elle va faire sa vie à Bordeaux, moitié folle, avec 2 enfants, toute seule. Très régulièrement sur la tombe de Brochard. Nous allons finir dans cette dernière scène. Nous sommes dans un cimetière. Il y a beaucoup d'officiels. Nous sommes le jour de l'enterrement du capitaine Daniel Brochard. L'enterrement d'un officier de gendarmerie est toujours un événement solennel, très solennel. Une grande foule s'est rassemblée pour rendre un dernier hommage à Daniel Brochard. Les membres de la gendarmerie sont rassemblés autour du cercueil, tandis que les officiers supérieurs présentent leurs condoléances à Nadine, éplorée. Au premier rang, Nadine et tous les proches de Daniel Brochard. Il y avait un certain nombre d'amis dans son réseau. Peut-être même parviendra-t-on à distinguer au fond la moustache d'un certain indicateur qui l'avait aidé par le passé. La cérémonie militaire a lieu, décernant à Brochard le grade de commandant à titre posthume, avec des sonneries de trompette, des défilés de troupes et 1 minute de silence.
dans toutes les casernes de gendarmerie, dans tous les commissariats de France, les agents sont réunis pour honorer également leurs collègues tombés en service en partageant cette minute de silence. Une fois la cérémonie terminée, un dernier adieu et le cercueil contenant le pesant corps de Daniel Brochard s'enfonce dans la terre. La cérémonie va se terminer. Nous prenons un peu de recul alors que Caroline, en larmes, Aurore, dans le même état, et un digne Tellier s'en vont, laissant à tout jamais le corps de leurs collègues reposer dans cette tombe sale et puante. Tout le monde est presque parti. Un homme, un vieil homme, il s'est fait appeler par le nom de Nemo, regarde de loin cette scène. Il commence à marcher seul dans le cimetière et met la main dans sa poche. On peut apercevoir un livre recouvert d'un cuir épais. La chose a été faite, bien faite. La fin.